Bonsoir à toutes et à tous et merci de l'attention que vous allez accorder à ce journal magazine. Les chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine se sont retrouvés à Addis Abeba pour la 33e Assemblée générale qui a ouvert ses portes aujourd'hui. La présidence de cette union revient à l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo occupe désormais le poste de premier vice-président. Un dossier à suivre dans ce journal, il met l'accent sur l'importance des marquages au sol pour une bonne circulation et une chronique de Marthe Mangaza va nous faire découvrir l'île de Gorée au Sénégal. Il est temps pour nous de vous donner l'actualité. La République démocratique du Congo occupe désormais la place de premier vice-président de l'Union africaine. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi va présider cette organisation africaine en 2021. Le tout s'est passé bien avant l'ouverture aujourd'hui à Addis Abeba de la 33e Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements de cette organisation. Retour en image sur l'arrivée du chef de l'État hier en Éthiopie. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus ici à Addis Abeba pour participer à la 33e session ordinaire de l'Assemblée générale de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en début de soirée dans la capitale éthiopienne. Ces sommets qui s'ouvrent demain dimanche pour se refermer lundi revêtent une importance particulière pour la République démocratique du Congo. Demain dimanche, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera consacré premier vice-président de l'Union africaine. Lui et son bureau présidé par le Sud-Africain Cyril Ramaphosa sera présenté lors de la cérémonie d'ouverture. Cette double élection du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le prépare à présider automatiquement l'Union africaine de 2021. Ainsi, 54 ans après, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va présider l'Organisation de l'Unité africaine après le maréchal Mobutu. Restons à Addis Abeba pour parler du lancement officiel le samedi 8 février du Fonds des femmes leaders de l'Afrique. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont signé les documents définissant le montant de leur contribution pour le développement économique de la femme africaine. Commentaire Yvette Makuntima. L'engagement est des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le Fonds des femmes leaders de l'Afrique, lancé ce jour à Addis Abeba en Éthiopie, met la femme au cœur des enjeux économiques à l'échelle du continent noir et la date du 8 février 2020, qui l'a vu naître, restera dans les annales de l'histoire. Témoin de cet événement historique, les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa, Paul Kagame du Rwanda, les présidents de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat, les directeurs exécutifs du Fonds mondial Peter Sand et la présidente du comité technique spécialisé sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre de l'Union africaine, Béatrice Loméa-Tilité, ministre d'État, ministre du genre, enfants et familles de la RDC. Les signatures apposées au bas du document qui définit les contours des apports financiers traduisent la victoire en termes des pas franchis tels qu'exprimés par la patronne du genre. La décennie qui commence 2020 et 2030, c'est une décennie de l'inclusion financière et économique de la femme. C'est un déclic puisque depuis lors, nous avons beaucoup parlé des textes, on a été très théorique, mais cette fois-ci, c'est la pratique. Nous disons qu'on ne peut pas continuer à se lamenter, la femme n'évolue pas. Le continent doit s'engager et décider à rendre financièrement fortes les femmes africaines. La présidente honoraire de la République centrafricaine, Catherine Samba Panza, ainsi que d'autres femmes leaders s'accordent sur le fait qu'il s'agit cette fois pour la femme africaine de passer à l'action. Pour immortaliser cette étape victorieuse, la ministre d'État, ministre du genre, enfants et familles, a également répondu présente au dîner des consultations des femmes de haut niveau sur l'autonomisation de la femme en Afrique et égalité du genre. Les gouvernements congolais appellent les Kino à l'apaisement. Des nouveaux décaissements vont être effectués pour achever les travaux de saut de moutons dans la capitale. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion d'évaluation des travaux de 100 jours du chef de l'État, rencontre présidée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, Françoise Boulabouki.
De colère des Kinois en réaction au rythme des travaux sur les chantiers de saute-mouton dans la ville. Ce samedi 8 février 2020, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a présidé la réunion d'évaluation du programme d'urgence des 100 jours. Le président de la République a entendu les pleurs et souffrances de la population quinoise et a instruit le Premier ministre de réunir cette équipe autour de lui pour trouver des solutions rapides. Le gouvernement vous rassure que aujourd'hui même le Premier ministre vient d'instruire pour libérer 3,5 millions de dollars sur les 13. Le peuple prenne encore son mal en patience. Nous le lui demandons et le gouvernement prend l'engagement de tout terminer avant le 30 juin quand nous fêterons le 60e anniversaire de notre indépendance. Et le vice-premier ministre, ministre des ITPR, a été chargé de suivre et d'encadrer les deux régies pour que le tout se fasse comme convenu. Clarification sur des chiffres a été donnée. Benjamin Wenga, directeur général de l'OVD, a été obligé d'indiquer où sont stockées les pièces qui attendent les assemblages. Le budget pour la construction de l'ensemble de sauts de moutons dans la ville de Kinshasa s'est chiffré à 46 millions de dollars. Les soldes pour terminer tous les travaux s'évaluent à 13 millions de dollars, si pas 14 millions. Les taux d'exécution des travaux avoisinent les 55%. Et le taux de financement un peu pareil. Au fait, par rapport à ces sauts de moutons, il y a des parties qui sont construites, voire même à l'étranger, et qui arrivent au pays qu'on entrepose en attendant qu'on puisse les poser au chantier. Sur les logements sociaux, une nouvelle évaluation a été faite au cours de cette réunion. Cette séance de travail donne le rythme qui sera imprimé dans les prochaines heures sur les chantiers ouverts à Kinshasa. Pour la mobilisation accrue du Trésor public, le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, a sensibilisé dans les grands Katanga les services mobilisateurs des recettes. Le point de chute de sa mission, c'était Kalemi dans les Tanganyika. Arrivé à Kalemi, dans le Tanganyika, pour palper les réalités de terrain dans la mobilisation des recettes, le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, a échangé avec le gouverneur de Tanganyika, Zoé Kabila, les responsables locaux des régies financières, Direction générale des douanes et accises, Direction générale des impôts, Direction générale des recettes administratives et domaniales. Le vice-gouverneur et le ministre provincial des Finances ont été associés à ces entretiens. Ces échanges ont précédé la réunion que l'Argentière nationale a présidée à l'hôtel Cham. Tous les acteurs locaux des services d'assiette ont été sensibilisés par le ministre sur l'urgence de mobiliser plus de recettes et atteindre les assignations. Dans cette province de Tanganyika, plusieurs chantiers sont ouverts. Le gouverneur de province, Zoé Kabila, a conduit le ministre Sélé Yalagouli d'abord dans la nouvelle salle de plénière de l'Assemblée provinciale, ensuite au bâtiment du gouvernorat en pleine réhabilitation pour poursuivre au port de Kalemi qui nécessite une adaptation à la modernité. Enfin, le ministre des Finances a contemplé le bâtiment de l'hôpital de l'Espoir, initiative du président honoraire Joseph Kabila Kabange. L'impression est extrêmement positive de voir le dynamisme, en tout cas du gouvernement provincial, mais aussi la cohérence qui existe entre, d'un côté, le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, parce que la base de tout développement d'un territoire, que ce soit au niveau du pays, que ce soit au niveau de province, c'est la stabilité institutionnelle. Sélé Yalagouli a quitté Kalemi, capitale provinciale du Tanganyika, avec un réel sentiment de fierté nationale et l'engagement de servir la RDC avec détermination. L'influence des organisations syndicales sur les marchés du travail en République démocratique du Congo, une vérification empirique au sein des entreprises publiques, c'est le thème de la recherche qui a conduit à la soutenance d'une thèse de doctorat en sciences économiques à l'université protestante au Congo. Les détails avec Joël Lunkinza.
La position des organisations syndicales au sein des entreprises publiques est vue de différentes façons par des syndiqués ou les travailleurs. Certains les jugent simplement d'inefficaces ou de faibles par rapport à leurs attentes. Le but poursuivi par les chercheurs Aaron Lupasula Lubangu dans sa démarche était justement d'analyser l'influence de ces organisations syndicales de travailleurs sur les salaires au sein des entreprises publiques et par là évaluer l'impact de l'appartenance syndicale et dégager les facteurs qui déterminent l'adhésion. Sur base d'une démarche hypothético-déductive, à travers une enquête réalisée sur un échantillon de 297 travailleurs pris à la SCTP, la Régie des eaux et la SNEL, les doctorants arrivent à affirmer son hypothèse sur l'influence réelle des organisations syndicales sur le marché du travail en RDC, en disant que l'appartenance syndicale affecte réellement le niveau des salaires des travailleurs en RDC. Pour conclure, la soutenance de cette thèse, les jurys présidés par le professeur Mpere Boye Mpere à l'Université protestante du Congo accordent la mention grande distinction à la recherche d'Aaron Lupasula Lubangu et le proclame docteur en sciences économiques. Satisfaction, pourquoi? Parce que j'essaie de jeter un regard rétrospectif sur le travail que je viens de réaliser. Je me dis que ça vaut la peine. Je suis attaché à l'Université libre du pays des Grands Lacs à Goma. Je crois que je serai très utile dans cette université-là avec le diplôme qui vient de m'être accordé aujourd'hui. Dans la même rubrique, des recherches menées par les chefs des travaux Madina Dona de l'Université de Kinshasa ont prouvé que la vitamine D joue un rôle important dans la vie de l'être humain, mais surtout des personnes vivant avec le VIH-Sida. Les reportages dans ces reportages. La problématique de l'hypotaminose D est le facteur associé chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est le thème de recherche mené par le chef de travaux de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, Mandina Ndona Madon. Le récipiendaire a su démontrer que la plupart des maladies opportunistes qui menacent les personnes vivant avec le VIH-Sida sont dues à l'absence de la vitamine D dans le sang de ces patients. Par la suite, le chef de travaux, Mandina Ndona, a été proclamé docteur en médecine avec la mention plus grande distinction. Nous avons observé que ces dernières années, la vitamine D était au centre de plusieurs recherches qui a montré son implication chez les patients infectés par les VIH. Nous avons voulu également savoir quels sont les facteurs qui sont associés à cette hypovitaminose D dans notre pays, surtout tenant compte du fait que cette hypovitaminose-là peut avoir des conséquences graves chez les patients qui sont infectés par le VIH. Nous nous sommes dit que nous pouvions éviter toutes ces complications en apportant la vitamine D à tous ces patients qui sont carencés pour prévenir toutes ces complications et améliorer la qualité de vie de ces patients. Avec le résultat de ces recherches, il est maintenant clair que la vitamine D joue un rôle très important dans l'organisme humain, surtout pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Signal fort de la concrétisation des relations République démocratique du Congo-Belgique, la première ministre belge en séjour à République démocratique du Congo a été reçue par les chefs de l'État. Les boxeurs international junior Makabu, champion du monde de lourd léger WBC, a présenté officiellement la ceinture à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la semaine du président avec Pierre Kibambe. Il a été sacré champion du monde de la catégorie lourd léger WBC après le combat qu'il a brillamment gagné au point au terme de 12 rounds face au Polonais Michael Cieslak. Junior Makabu a été ce mardi 4 février 2020 l'hôte du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. C'était au cours d'une entrevue à laquelle ont pris part le ministre des Sports Amos Mbayo, son collègue de la jeunesse Billy Kambale et le président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ilunga Luyoyo,
promoteur de Junior Makabu. Tout est bien qui finit bien du temps, c'est par une photo de famille avec le président de la République que s'est clôturée la rencontre. 46 ans après le combat Ali Foreman, la RDC vient d'organiser un combat de renommée mondiale. Les Congolais Junior Makabu a eu raison du Polonais Michael Cieslak qui avait réalisé auparavant 19 combats sans défaite. La Première ministre Sophie Wilmès à la tête d'une importante délégation belge. Ce jeudi 6 février 2020 au Palais de la Nation, un signal fort de la reprise effective de la coopération entre Kinshasa et Bruxelles. Ma visite consiste à développer les relations bilatérales fortes entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique dans toutes leurs composantes. C'est en ces mots que s'est exprimée la Première ministre belge au sortir de l'entretien qu'elle a eu avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a dit avoir abordé avec le chef de l'État des sujets en rapport avec le climat des affaires, la coopération au développement, l'état des droits et les droits humains. La Première ministre Sophie Wilmès préconise une coopération franche d'égal à égal entre les deux pays. Pour la Première ministre belge, la coopération entre la RDC et la Belgique pourra se développer dans tous les secteurs militaires, économiques, de la police, de renseignement et principalement en termes de formation. Le Fonds mondial Genève entend accroître sa contribution aux efforts que fournit le gouvernement de la RDC dans la lutte contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. Peter Sand, directeur exécutif du Fonds mondial, l'a déclaré. Il a échangé avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les voies et moyens d'accélérer la lutte contre ces trois maladies grâce au partenariat entre la RDC et le Fonds mondial. Suspension des 8 bourgmestres de la ville-province Kinshasa pour manque de suivi à l'opération Kinbo Peto, célébration de la journée mondiale de lutte contre les cancers, participation de la République démocratique du Congo à Indaba Mining 2020. Ces sujets et tant d'autres ont marqué la semaine qui s'achève, la semaine en 5 minutes, un résumé de Bobete Ngalisamba. Notre page rétrospective de la semaine partira de Cape Town en Afrique du Sud où le monde des mines s'est donné rendez-vous pour Indaba Mining 2020. À la tête d'une forte délégation congolaise, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, du haut de cette tribune, a souligné que l'exploitation minière doit cesser de financer les conflits et les guerres en RDC. En marge de ces assises, le chef du gouvernement congolais a pris langue avec des partenaires dans ce secteur. Un autre rendez-vous de la semaine, c'est cette deuxième réunion des ministres des Transports des pays membres du corridor central qui regroupe la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Au menu, le développement conjoint de construction du chemin de fer devant relier Uvanza, Musongata, Gitega, Bujumbura, Uvira et Kindu. Question de booster l'économie de ces trois pays. Tournée d'inspection du ministre d'État et ministre des Médias dans le Congo central, il était question de visiter les différents sites qui abritent les entreprises sous tutelle dans cette province. Renatelsat, l'agence congolaise de presse et la RTNC. Il se dégage que le personnel du Renatelsat et de l'ACP manque un peu de tout, mais celui de la RTNC, Matadi, réclame la rétrocession de la redevance. Restons dans ce Congo profond avec le ministre de la Pêche et l'Élevage qui tient à la relance de ces secteurs vitaux. Il s'est rendu à la Société congolaise de pêche basée à Matadi et à la Sogelac où il a promis accompagnement du gouvernement. Intégration de la RDC à l'association des corps de la police pour l'Afrique centrale et de l'Est. La signature du protocole d'accord a eu lieu cette semaine à Kinshasa en présence de 2 commissaires généraux de la police congolaise et tanzanienne. La mission principale de cette association est de lutter contre la criminalité transfrontalière entre les pays membres. La femme sera à l'honneur le mois prochain et en RDC, le ministre du Genre et Famille et Enfants a présenté les pagnes qui devront accompagner le message de sensibilisation sur les droits de la femme. Pour elle, ces pagnes sont des vecteurs des messages, mieux des supports pour relayer cette sensibilisation de la promotion des droits de la femme en RDC. Mobilisation accrue des recettes, le ministre des Finances en mission
dans la province fiscale de Katanga a réuni tous les services d'assiette concernés pour répondre à l'ambition du chef de l'État. Dans cette tournée à Kanyaka, un attroupement de la population l'a empêché de poursuivre son parcours. Une enquête sera diligentée et des têtes vont sûrement tomber. Première rencontre entre le Premier ministre Ilunga Ilunkamba et la Première ministre belge Sophie Wilmès sur les différents sujets de coopération bilatérale, une coopération mise en veilleuse, coopération, développement, climat des affaires, environnement socio-économique et droits humains, tout était passé au peigne fin. Au Nord Kivu, c'est la compétition industrielle, 2 unités de production et de transformation visitées par le gouverneur de cette province. Dans le Massissi, le lait produit sur place sera traité et transformé à l'usine de Luhanga avant sa commercialisation, une valeur ajoutée qui rend les produits congolais compétitifs. Tunisia Africa Business Consul 2020 a vécu. La RDC y a pris part par l'entremise de la ministre de l'économie parmi les 42 nations africaines participantes. C'est la 3e session du genre pour discuter des investissements et des perspectives d'avenir de l'Afrique de demain. L'opération Kinbopeto a fait tomber des têtes au niveau municipal. 8 bourgmestres ont été suspendus pour manque de suivi à la lettre des instructions pour une bonne mise en œuvre de cette opération dans leurs juridictions respectives. Célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer cette semaine, elle était placée sous le thème « Je suis et je vais » à Kinshasa. La journée a été marquée par la sensibilisation et le dépistage des cancers de sein et du col de l'utérus chez les femmes. Travaux de construction des ouvrages d'adduction d'eau à Mbujimaï, le Premier ministre en a donné le go. Cet ouvrage, au final, permettra à près de 4 millions de personnes de bénéficier de l'eau potable dans cette partie du pays d'ici 32 mois. Ces travaux sont financés par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques à hauteur de 26 millions de dollars américains. Participation de la RDC au 33e sommet de l'Union africaine. La délégation est conduite par la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères. Faire taire les armes, c'est le thème de ces assises organisées en prélude de la conférence des chefs d'État et des gouvernements. Dans le domaine de l'industrie, on parle gestion, suivi et contrôle des eaux usées ou polluées déversées dans le cours d'eau, rivières et fleuves du pays. Un contrat de partenariat vient d'être signé pour ce faire entre le ministre de l'Industrie et la société Hydrocarbures Analyse Contrôle. La rencontre au cas du parti de Rwanda, Ouganda, Angola, République démocratique du Congo, l'anniversaire de la création de l'UDPS, ces sujets constituent la charpente de la rétrospective hebdomadaire de la revue des presses, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demassou. C'est parti pour la rétrospective de la revue de presse pour la semaine qui s'achève. Mediacongo.net annonce les couleurs le lundi 3 février et annonce la tenue à Luanda en Angola du sommet quadripartite Angola, Rwanda, Ouganda et RDC. Un sommet consacré aux questions de défense et de sécurité ainsi que la coopération régionale. Sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Actualité.cd fait part des exploits des FARDC à Biakato dans le territoire Mambasa en Ituri. Les vaillants combattants de la RDC ont tué un milicien Maïmaï et en ont capturé 12 autres accusés d'avoir attaqué les installations de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Le baromètre annonce l'arrivée dimanche 2 février à Cape Town en Afrique du Sud du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Kamba, pour participer au forum Indaba Mining. Le 38e anniversaire de la création de l'UDPS, le potentiel en parle dans sa livraison de mardi. La date sacrée pour cette commémoration, le 25 février 2020, le premier d'entre les combattants, Félix Antoine Tshisekedi, va parler à cette occasion. Une gestion rotative de porte-parole de l'opposition, cassinfo.ca l'évoque. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba conviennent pour occuper ce poste, chacun pendant 2 ans. Le coronavirus. Des dispositions sont prises en République démocratique du Congo pour son contrôle et sa prévention. Livraison du quotidien La Prospérité qui dévoile l'implication de l'ambassadeur de Chine.
Politico.cd revient mercredi sur le forum d'Indaba. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui participe à cette rencontre, dit la détermination de la RDC de combattre avec détermination l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Un parti du FCC appelle à la fermeture des ambassades du Rwanda et de l'Ouganda. Il s'agit, note actualité 30.info de la NADEC, parti cher au ministre AGH Matembo. Ouragan FM relaye le communiqué du mouvement citoyen La Loucha qui envisage de mener des actions qui visent à contraindre le gouverneur Jean-Tini Ngobila à annuler son arrêté portant permutation de bourgmestres et des bourgmestres aux adjoints des communes de la ville de Kinshasa. Les sauts de moutons font l'actualité jeudi 6 février. L'UDPS exige des explications sur le retard pris dans la construction de ces ouvrages. Selon cassinfo.ca, le parti du Sphinx de Limete promet de descendre le 15 février prochain au lieu d'exécution des travaux pour évaluation. Patrick Mouyaya, député élu de Kinshasa, dans ZoomEco.net, soutient que le débat des chiffres ne devrait nullement compromettre la poursuite et la finalisation des travaux des sauts de moutons. Ouragan FM annonce 3 journées de cessation de service décrétées par les professeurs de l'Université pédagogique nationale. Ces derniers réclament la prime de transport et dénoncent la mégestion au sein de cet établissement public. Une promesse de la Belgique au gouvernement de la République démocratique du Congo, prise en compte par Mediacongo.net dans sa livraison de vendredi. La première ministre belge reçue par le chef de l'État Félix Tshisekedi réitère la disponibilité de la Belgique à accompagner le programme du gouvernement. Ouragan FM boucle cette rétrospective de la semaine par la promesse de l'ancien président Joseph Kabila au cardinal Fridolin Ambongo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Némi Moulania remis au nom de l'autorité morale du FCC une Jeep pimpant neuve à l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Notre dossier du jour a trait à l'importance des panneaux de signalisation et des marquages au sol pour une bonne circulation, surtout des piétons. C'est un dossier signé Angèle Mabelalantou. La circulation devient de plus en plus importante dans les grandes artères de nos villes. Pour bien ordonner cette circulation, la police de circulation routière indique sur nos artères de passage pour piétons. Est-ce que tout le monde comprend le sens et l'usage de ces indications? Dans la signalisation routière, nous avons 3 catégories de signaux. Il y a les signaux routiers, il y a les signaux lumineux de circulation, et il y a aussi les marques routières. Parmi les marques routières, il y a ce signal qui nous signe ici qu'on appelle traversée pour piétons. Ici, c'est prévu pour faire traverser pour les piétons. Ils doivent traverser par ici. Nos conducteurs sont-ils informés de 2 endroits destinés uniquement pour les piétons? Nous sommes obligés de respecter le passage pour piétons. Au cas contraire, ils sont exposés au danger. Et les policiers nous arrêtent. Lorsque le feu est rouge, nous nous arrêtons pour laisser la priorité aux piétons. Les piétons eux-mêmes comprennent-ils l'importance des passages leur réservés? Vous parlez de quoi? Passage pour piétons? Je ne sais pas ce que c'est. C'est la pointe, c'est la ligne là où on va traverser, nous les personnes. Ce sont des bandes à piétons, c'est pour permettre, n'est-ce pas, aux piétons d'avoir une priorité sur le véhicule. Ici c'est plus sûr, ces marches à piétons nous indiquent par où nous devons traverser. Quel comportement les conducteurs doivent-ils adopter lorsque les piétons sont en train de traverser? Ici c'est indiqué pour les piétons et ça permet lorsque vous vous engagez, les autres usagers de la route, c'est-à-dire les conducteurs de véhicules automobiles par exemple, ils sont avertis, ils savent qu'à ce niveau ici, ils doivent donner certaines priorités aux piétons. Qu'en pensent les usagers de la route? Le code de la route prévoit le passage pour piétons. Il est très important de donner priorité aux piétons. Nous sommes obligés de respecter le passage pour piétons. Au cas contraire, ils sont exposés au danger. Il y a des conducteurs qui ignorent le code de la route. C'est vraiment dommage. Ils doivent être recyclés pour éviter des dégâts sur la chaussée. Quel est donc le point de vue de piétons à ce sujet?
C'est ça le problème. Ici, le véhicule ne respecte pas vraiment c'est là. Le véhicule peut voir que les personnes sont déjà en train de traverser, mais au lieu de s'arrêter, ils ne s'arrêtent pas. Nous aussi, on ne comprend pas cela. Quand nous traversons, c'est comme si les automobilistes ne comprennent pas qu'il faut donner priorité aux passants. La loi prévoit quelles sanctions pour les chauffeurs qui fauchent les piétons au niveau des passages pour piétons? Lorsque le conducteur ne s'arrête pas, et c'est presque le refus d'obtempérer. Les amendes sont prévues qu'il faut payer au niveau de la police pour la contravention qui a été commise par le conducteur. Les conseils, oui, deux fois, mais ce n'est pas une obligation puisque le code n'a pas prévu le conseil en soi. Pour une contravention, c'est une sanction qui est prévue. Dans le cas d'espèce, un officier de la police de circulation routière interpelle un piéton qui est en train de mal traverser la route. Soyez sur la marque routière. La marque routière là de traverser pour piétons vous protège. Si on vous connaît en dehors de ça, il y a une discussion. Mais si vous êtes sur la marque de traverser pour piétons, la loi vraiment vous protège en 100%. Les difficultés sont nombreuses, certes, dans la circulation à travers les grandes agglomérations de pays, mais le code de la route réglemente cette circulation pour éviter le désagrément et les accidents. Tout usager de la route, entendez, piétons, conducteurs et agents qualifiés, sont censés connaître le code de la route pour améliorer leur comportement lorsqu'ils quittent leur maison pour emprunter les grandes artères de la ville. Et dans cette chronique, notre consoeur Marthe Mangaza nous amène à la découverte de l'île de Gorée, cette île de l'océan Atlantique Nord située dans la baie de Dakar au Sénégal, déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO. Suivez. Étendue sur 28 hectares, battue par les flots de l'océan Atlantique, à la fois au large et dans la baie de la ville de Dakar, l'île de Gorée est l'un des 19 arrondissements de la capitale du Sénégal. Aujourd'hui, plus qu'un symbole de la mémoire de l'Afrique noire de l'époque de la traite des esclaves, l'île de Gorée est incontestablement un haut lieu touristique que tout celui qui passe par le Sénégal se doit de visiter. Parmi les icônes de l'heureuse histoire de notre continent, l'île de Gorée a aussi enregistré la visite de l'ancien président sud-africain, Feu Nelson Mandela, affectueusement appelé Madiba, qui avait fait plus de 10 minutes dans l'une des cellules de confinement où il y avait versé de chaudes larmes. Ces cellules, battues pour concentrer un maximum d'entrepôts de près de 2 mètres carrés destinés à accueillir chacun au moins 26 esclaves enchaînés. C'est dire tous les drames que notre continent a connus et vécus, à la fois comme mouroir et lieu de profonde dévalorisation de ses fils par les négriers, des mèches et complices des colons entre le 15e et 19e siècle. En mission officielle dans la capitale sénégalaise, le ministre près le président de la République, André Kabonda Kanana, en marge de sa participation à la 13e édition du Forum de l'intégration économique en Afrique, où il a personnellement représenté le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. André Kabonda n'a pas manqué de visiter cette île historique et de consigner dans le livre d'or de l'île toute sa compassion rétrospective pour nos arrière-grands-parents, innocemment suppliciés sur nos propres terres. C'est vraiment un site plein de souvenirs douloureux et il faut y arriver pour pouvoir sentir ce que c'est. Entendre seulement les gens en parler et y être, ce sont deux choses fondamentalement différentes. Donc un endroit où on gardait les êtres humains qui n'avaient comme seul péché d'être noirs pour être déportés loin de leur famille, de leur milieu de culture, de leur milieu de vie, où ils allaient dépouiller de toute identité. Ça s'est passé il y a des années, mais cette douleur reste. Je pense que si j'ai un conseil à donner à mes compatriotes, l'élite africaine qui ne connaît pas cette île, ceux qui ont l'occasion de visiter, il faut la visiter. Peut-être ça peut expliquer beaucoup de choses qui se sont passées, l'esclavagisme, la colonisation et même encore aujourd'hui le rapport entre les Blancs et les Noirs.
L'île de Gorée est l'une des plus grandes tragédies de l'histoire des sociétés humaines qui est caractérisée par son cortège de souffrances au quotidien. Retour à l'actualité, un réseau mafieux détenant des faux documents d'affectation a été démantelé. Le ministre de la Santé, Teni Longondo, est descendu hier à la coordination nationale de la police judiciaire où se trouvent ces faussaires. Images et commentaires. Suite au contrôle physique des effectifs du personnel du ministère de la Santé, initié il y a peu par le numéro 1 de ce secteur, Dr Eteni Longondo, plusieurs cas d'irrégularité ont été enregistrés au cours de ce processus, entre autres les fictifs, les doublons, y compris un groupe de personnes détenant de fausses commissions d'affectation. Ces réseaux démantelés est retenu à la coordination nationale de la police judiciaire dans la commune de La Gombe pour raison d'enquête. Et c'est ce qui justifie la descente du ministre Eteni Longondo sur place afin de s'enquérir de la situation. Nous avons trouvé quelques cas, il y en a plusieurs, de cas de fictifs et de cas de gens qui ont été affectés par des commissions qui ne sont pas vraies. Les gens soit ont imité la signature du ministre ou avec la technologie actuelle, ils ont créé des commissions par des ordinateurs et ce sont des gens qu'on a arrêtés maintenant à la police ici. Je suis venu voir comment le travail se fait. Je suis venu moi-même voir ces gens-là qui ont été arrêtés. Donc je crois qu'avec l'aide de la police, le général est là, ils vont continuer le travail jusqu'à ce qu'on puisse remonter la filière et qu'on arrête le commanditaire, celui qui crée ce genre de fausses commissions. Il s'est dénoté qu'après la ville-province de Kinshasa, où il y a 2/3 du personnel de la santé, l'opération de contrôle physique va s'étendre dans toutes les provinces de la RDC. En politique, le député national Aubin Minakou a sensibilisé la population d'Idiofa dans les couilles sur la coalition FCC Cash. Suivez. La vie s'est arrêtée à Idiofa, cité et territoire qui porte le même nom, pour cause l'arrivée d'un digne fils du terroir en la personne du professeur Aubin Minakou Njalanjoko, député national et président du Grand Bandundu. La venue d'Aubin Minakou à Idiofa a donné lieu à un accueil plus que délirant. Hommes, femmes, jeunes et vieux se sont jetés littéralement au quartier Manding sur le boulevard long de 7 km éclairé par Minakou sur fond propre. C'était pour communier avec leur leader. Le parcours était long. Cette marée humaine l'a obligé à marcher à pied, scandant le nom de son champion, considéré à juste titre pour certains comme les sauveurs d'Idiofa, Yandia Intoti Lanabeto, entendez notre roi et notre chef. Pour ceux qui connaissent la population d'Idiofa, c'est une grande expression de considération et de loyauté envers un homme, Aubin Minakou Njalanjoko, pour ses nombreux bienfaits dans la province. Au quartier Moulele, devant sa résidence dite Kingakati, une autre marée humaine l'attendait. S'adressant à elle, l'élu d'Idiofa l'a appelé à l'unité et a expliqué l'importance de la coalition FCC Cash, dont la mission est de bien veiller à la paix, la sécurité et au bien-être de la population congolaise. C'était avant de remercier cette population pour l'avoir élue massivement en 2018. Merci Samna Bandou pour la mounou, na mampangi la mounou kaka ya PPRD, ya FCCI na même vota campina Idiofa, mako samona bonio. Signalons qu'avant d'atteindre Idiofa, Aubin Minakou Njalanjoko avait eu une séance de travail avec les responsables des cellules de base du PPRD, de Kipuku et de Bello. Il leur a donné certaines orientations concernant la sensibilisation et le recrutement de nouveaux membres. C'est au lendemain de cet accueil que le professeur de droit Aubin Minakou Njalanjoko a animé une conférence débat sous le thème « Les réformes institutionnelles engagées ». Parlons-en autour de la crème intellectuelle de la cité dans la grande salle du lycée Lakou Lanza, au cœur de la cité d'Idiofa. Il s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba la 33e Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est présent. Images et commentaires de Giscard Koussema. Addis Abeba, dimanche 9 février 2020.
La 33e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine a débuté par un hommage des dirigeants africains à leur père, Daniel Arap Moi, président honoraire du Kenya, décédé il y a quelques jours. Par la suite, plusieurs personnalités se sont succédées à la tribune pour donner leurs réflexions et visions sur l'avenir du continent africain. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dans son allocution relevé les nombreux défis auxquels est confronté les continents africains et les différentes solutions y apportées suivant les principes d'une solution des problèmes africains par les Africains. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis un accent particulier sur les rôles des femmes et des jeunes pour le développement de l'Afrique. L'autre moment fort de cette Assemblée générale a été le passage à témoin entre les sortants Al-Sisi et l'entrant Cyril Ramaphosa. Ainsi que l'ont décidé les chefs d'État et des gouvernements à huis clos, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élu premier vice-président de l'Union africaine pour 2020 et président pour 2021. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo présidera aux destinées de l'Union africaine dès février 2021 et sera ainsi le deuxième chef d'État de la République démocratique du Congo à prendre la présidence de l'Union africaine après le maréchal Mobutu en 1967. C'est dimanche 9 février que le corps de José Ferrouzissa Mwangele a été conduit à sa dernière demeure au cimetière nécropolitique entre terre et ciel. Bien avant, un dernier hommage lui a été rendu. Mort le 28 janvier dernier, José Ferrouzzi a été conduit à sa dernière demeure ce dimanche 9 février 2020 à la nécropole entre ciel et terre. Recruté à la RTNC en 1997, Ferrouzzi José est né le 15 mars 1969 au Sud Kivu. Après des études primaires à Baliga en 1981, il débarque à Kinshasa où il décroche son diplôme d'État en 1990. Licencié en droit, Ferrouzzi a été tour à tour au quotidien, Le Potentiel, Coq d'Afrique, La Page. Sa mort le 28 janvier dernier ronge le cœur de ses connaissances. Témoignage sur Ferrouzzi qui quitte ses terres des ancêtres alors que le sien, la RTNC, avait encore énormément besoin de lui. Adieu Ferrouzzi José, à jamais tu restes. Que son âme repose en paix et ses communiqués nécrologiques avant de boucler ce journal. La famille Bingialouampa a la profonde douleur d'annoncer à la grande communauté Kouba, aux amis et connaissances, les décès de leur père, oncle, grand-père et arrière-grand-père Albert Minga Louampa. Décès survenu à la clinique Ngalema dimanche 2 février 2020 aux environs des 23 heures. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Mardi 11 février 2020 à 11h, levée du corps de la morgue de la clinique de Ngalema, suivi de l'exposition dans la salle Kofi, située sur Sosimat, commune de la Gombe. Mercredi 12 février 2020, vers 3h45, levée du corps pour l'aéroport d'Indolo et l'enterrement aura lieu à Mweka. Ces communiqués tient lieu de faire part. Et au nom de tous les héros dans l'ombre, nous vous disons un grand merci de nous avoir reçus chez vous. Le prochain journal, c'est à 22h avec Odilon Kayuma. Bonsoir chez vous.